Chaque matin, des millions d'Américains se réveillent avec une certitude simple. Ils ont un toit. Et chaque matin, des centaines de milliers d'autres se réveillent sur du béton froid, sous un pont, dans une voiture ou dans une tente fragile battue par le vent. Dans le pays le plus riche du monde, cette contradiction est devenue une habitude. Avant de continuer, prends une seconde. Si ce genre de documentaire est important pour toi, mets un like, abonne-toi et partage cette vidéo. Parce que ces histoires existent, même quand on détourne les yeux. On parle souvent de la crise du logement, de l'inflation, du coût de la vie, mais rarement de ce que cela signifie concrètement. Perdre le droit le plus basique d'est à un être humain, celui d'avoir un endroit où dormir en sécurité. En 2024, une nuit d'hiver, plus de 770 000 personnes ont été recensées sans logement stable aux États-Unis. Ce chiffre est tellement grand qu'il en devient abstrait. Pourtant, CX6 était comme si toute la population des Exchequer, une grande capitale, disparaissait de ces maisons du jour au lendemain. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'un tremblement de terre, juste parce que la vie est devenue trop chère. Et ce qui inquiète le plus, ce n'est pas seulement le nombre, c'est la vitesse. En un an, la population sans-abri a explosé, plus vite que n'importe quelle autre période moderne. Pire encore, les jeunes adultes sont désormais parmi les plus touchés. Une nouvelle génération entre dans la vie active avec un risque réel de finir dans la rue. Autrefois, l'image du sans-abri était souvent associée à des zones très précises, à quelques quartiers bien connus. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Des tentes apparaissent le long des autoroutes, derrière les supermarchés, près des écoles, aux abords des zones commerciales, même dans des villes moyennes et des petites communes. Et surtout, le visage de la rue a changé. Ce ne sont plus seulement des personnes isolées et marginalisées, on y trouve désormais des familles, des mères seules, des vétérans, des personnes âgées, et même des gens qui travaillent encore. Certains font la queue pour recevoir un repas gratuit, en portant toujours leur uniforme de travail. La rue n'est plus cachée. Elle est devenue visible partout, devant les stations de métro, près des écoles, dans les parkings de centres commerciaux. Des lieux qui étaient censés être des espaces de passage sont devenus des espaces de survie. Alors la vraie question n'est plus « qui sont ces gens ?» La vraie question est « comment une société en est-elle arrivée là ?» Contrairement à ce que beaucoup aiment croire, personne ne choisit volontairement de devenir sans-abri. La majorité de ceux qui vivent dans la rue avaient une vie normale, un travail, un logement, parfois une famille, jusqu'au jour où tout a basculé. Ces 5 dernières années, dans de nombreuses régions, les loyers ont doublé, tandis que les salaires sont restés presque figés. Dans certaines grandes villes, se loger peut absorber plus de 60% du revenu d'un travailleur payé au minimum. À ce niveau-là, il suffit d'un seul problème pour que tout s'écroule. Un accident, une hospitalisation, une facture médicale imprévue, une perte d'emploi. Et soudain, l'épargne disparaît, puis le logement. Le système de santé joue un rôle majeur dans cette chute. Des milliers de personnes se retrouvent ruinées par un seul passage à l'hôpital. Beaucoup doivent choisir entre se soigner ou garder un toit. Et parfois, ils perdent les deux. Pour d'autres, la famille n'est pas un refuge. Certains jeunes sont rejetés. Certaines femmes fuient à des situations violentes. D'autres sortent de prison sans aucune aide réelle pour se réinsérer. Avec un casier judiciaire, trouver un logement devient presque impossible. La punition ne s'arrête pas à la porte de la prison. Et puis il y a les blessures invisibles. Traumatisme, dépression, troubles psychologiques. Quand il n'y a pas assez de structure pour aider, ces problèmes ne disparaissent pas. Ils s'accumulent. Jusqu'à faire tomber quelqu'un dans la rue, on ne devient pas sans-abri du jour au lendemain par choix. On y arrive par une longue suite de chutes, de silence et d'abandon. Et c'est là que commence une autre histoire. Une histoire où, pour certains, survivre ne signifie plus vivre, mais simplement tenir un jour de plus. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi, dans cet enfer du quotidien, une substance censée être réservée à la médecine est devenue pour beaucoup une béquille dangereuse. Pas par plaisir, mais par désespoir. Pour quelqu'un qui a encore un toit, un lit et une salle de bain, il est difficile d'imaginer ce que signifie vivre dans la rue. La douleur n'est pas seulement physique, elle est mentale, elle est permanente. Le froid, le bruit, la peur, l'insécurité, l'humiliation, l'angoisse de ne pas savoir où dormir demain. Ce n'est pas un épisode difficile, c'est un état constant. C'est dans cet environnement que certaines substances trouvent un terrain fertile. Pas comme un loisir, pas comme une fête, mais comme une tentative désespérée de faire taire la souffrance. Le fentanyl n'est pas né dans la rue. À l'origine, c'est un médicament extrêmement puissant, réservé à des situations médicales graves, des patients atteints de maladies lourdes, des personnes opérées, des cas de douleurs extrêmes. Ce n'est pas un produit conçu pour la vie quotidienne, encore moins pour la survie dans un trottoir. Et pourtant, aujourd'hui,
Cette substance est devenue une présence quotidienne dans de nombreux camps de sans-abri. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup, la douleur ne s'arrête jamais. Douleur du corps, usée par des années de travail, de maladies non soignées, de blessures jamais traitées correctement. Douleur de l'esprit, marquée par les traumatismes, les violences, la perte de repères, parfois la guerre, parfois l'enfance. Douleur de l'âme, celle d'être devenu invisible dans une société qui ne regarde plus. Un ancien militaire racontait un jour « La nuit, sous le pont, ce ne sont pas les voitures qui m'empêchent de dormir, ce sont les souvenirs. » Pour lui, et pour beaucoup d'autres, ce genre de substance devient un interrupteur, pas pour être heureux, juste pour ne plus sentir. Dans la plupart des cas, l'histoire ne commence pas là. Beaucoup ont d'abord connu des médicaments prescrits légalement après un accident, une opération, ou pour une douleur chronique. Puis les ordonnances se sont arrêtées. Les soins sont devenus trop chers. Mais la douleur, elle, est restée. Et quand on vit dans la rue, on n'a pas accès à des alternatives. Alors certains cherchent ce qu'ils peuvent trouver. Ce qui est moins cher, ce qui est plus fort, ce qui est plus accessible. Et c'est là que la spirale commence. Le problème, c'est que ce type de produit ne laisse quasiment aucune place au contrôle. Il ne crée pas seulement une habitude, il crée une dépendance profonde, rapide, brutale. Le corps finit par ne plus fonctionner normalement sans, l'esprit non plus. Très vite, il ne s'agit plus de soulager une douleur, il s'agit d'éviter l'effondrement. Les personnes dépendantes ne consomment plus pour aller mieux, elles consomment pour ne pas aller infiniment plus mal. Et dans la rue, cette dépendance devient une prison. Parce que comment se soigner quand on n'a pas d'adresse ? Comment suivre un traitement quand on ne sait pas où on dormira ce soir ? Comment se reconstruire quand chaque journée est une lutte pour manger, se laver, rester en sécurité ? On ne guérit pas d'une dépendance dans un environnement qui détruit en permanence. Les centres d'aide existent, les programmes aussi. Mais ils sont saturés, sous-financés, débordés. Et souvent, ils imposent des conditions impossibles à remplir pour quelqu'un qui vit déjà dans le chaos total. Résultat, beaucoup restent coincés. La dépendance rend presque impossible le retour à l'emploi. Sans emploi, impossible de se loger. Sans logement, impossible de se soigner correctement. Et sans soins, la dépendance empire. C'est un cercle fermé. Et ce cercle a une autre conséquence terrible, les décès. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent d'overdose aux États-Unis. Parmi elles, une proportion énorme vit dans la rue, ou dans une extrême précarité. Certaines disparaissent sans même que quelqu'un connaisse leur nom, sans famille pour réclamer un corps, sans histoire racontée. Mais il y a quelque chose d'encore plus cruel que ces chiffres. Ce n'est pas que ces personnes soient mortes. C'est que beaucoup étaient déjà en train de disparaître bien avant. La dépendance n'est pas la cause principale de leur chute. Elle est souvent la conséquence d'une chute déjà bien entamée. Elle devient à la fois une béquille et une chaîne, un soulagement temporaire et une condamnation à long terme. Et pendant que la société débat pour savoir s'il faut punir, enfermer ou ignorer, une réalité demeure. On ne peut pas demander à quelqu'un de se reconstruire s'il n'a même pas un endroit sûr pour s'effondrer. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette crise ne détruit pas seulement des vies individuelles, mais met aussi à genoux les systèmes de santé, les services sociaux et la cohésion même des villes entières. Parce que quand un problème devient aussi massif, il cesse d'être invisible, et il commence à toucher tout le monde. À force de voir des tentes sur les trottoirs, des silhouettes dormir sous des ponts, et des visages fatigués demander de l'aide au feu rouge, beaucoup finissent par s'habituer. Ce qui était autrefois choquant devient banal. Ce qui semblait exceptionnel devient une partie du décor. Mais pour ceux qui vivent dedans, la rue n'est pas un décor, c'est une épreuve permanente. Vivre sans logement, ce n'est pas seulement ne pas avoir de lit, c'est vivre dans un état de vigilance constant, toujours protéger ses affaires, toujours surveiller son environnement, toujours anticiper le danger. Le sommeil n'est jamais vraiment réparateur. Il est léger, fragmenté, inquiet. La fatigue s'accumule. Le corps s'use plus vite. Les petites maladies deviennent des problèmes sérieux. Une simple blessure, un rhume, une infection mineure peuvent dégénérer parce qu'il n'y a ni repos, ni suivi médical, ni endroit propre pour récupérer. Beaucoup de personnes sans abri souffrent de maladies chroniques, diabète, problèmes cardiaques, troubles respiratoires, des pathologies qui, dans une vie stable, peuvent être gérées. Dans la rue, elles deviennent des bombes à retardement. Mais ce qui se détériore le plus vite, ce n'est pas seulement le corps, c'est l'esprit. Vivre dans l'insécurité permanente, dans l'isolement social, dans l'impression d'être devenu invisible, finit par changer la façon dont on se voit soi-même. Beaucoup commencent par croire que leur situation est temporaire. Puis les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années, et l'espoir se fragilise. On ne parle plus alors de projet.
On parle de tenir jusqu'à demain. Cette détresse mentale alimente à son tour la dépendance, la dépression, l'anxiété profonde. Et tout cela complique encore plus la sortie de la rue. Ce n'est pas seulement un problème de logement, c'est un effondrement global de la stabilité humaine. Mais cette crise ne touche pas seulement ceux qui la vivent directement. Les hôpitaux, par exemple, sont devenus des points de chute pour des situations qui auraient pu être évitées. Des urgences débordées par des cas liés au froid, à la chaleur, à l'épuisement, à des maladies non soignées. Des soins coûteux, souvent répétés, parce que le problème de fond n'est jamais réglé. Les services de police aussi se retrouvent en première ligne, non pas pour des crimes, mais pour des situations humaines. Crise psychologique, personnes perdues, conflits dans la rue, personnes qui n'ont simplement nulle part où aller. Des agents formés pour faire respecter la loi deviennent, malgré eux, des travailleurs sociaux improvisés. Les services sociaux, eux, sont saturés. Manque de personnel, manque de lits, manque de financement. Ils doivent gérer l'urgence en permanence, sans jamais avoir les moyens de s'attaquer vraiment aux causes profondes. C'est comme essayer d'écoper un bateau qui prend l'eau de tous côtés. Et pendant ce temps, les villes changent. Quand des quartiers entiers se transforment en camps de fortune, la vie communautaire se fragilise. Certains commerces ferment, des habitants déménagent, la méfiance grandit. Pas toujours par méchanceté, mais par fatigue et incompréhension. Peu à peu, une fracture se creuse. D'un côté, ceux qui ont encore un logement et essaient de protéger ce qu'ils ont. De l'autre, ceux qui ont tout perdu et n'ont plus rien à défendre. Et au milieu, un malaise collectif. Car au fond, cette crise pose une question dérangeante. Que est-ce que une société qui accepte que des centaines de milliers de personnes vivent et meurent dans la rue? Le sans-abrisme n'est pas seulement un problème de pauvreté, c'est un test moral, un miroir tendu à toute une civilisation. Quand on commence à considérer certaines vies comme normales dans la souffrance, quand on détourne le regard par habitude, quelque chose se casse dans le lien social. Et ce lien, une fois brisé, est très difficile à réparer. Pourtant, malgré tout cela, il existe des endroits où d'autres choix ont été faits. Des villes, des programmes, des initiatives qui ont tenté de changer l'ordre des priorités. Dans la dernière partie, nous verrons ce qui fonctionne vraiment, ce qui ne fonctionne pas, et surtout ce que cette crise révèle sur notre façon de définir le progrès, la dignité et la valeur d'une vie humaine. Après avoir vu l'ampleur de la crise, une question s'impose. Est-ce que cette situation est vraiment sans issue? La réponse honnête est non, mais elle n'est ni simple ni rapide. Pendant longtemps, la plupart des politiques ont suivi la même logique. D'abord, régler les problèmes personnels, addiction, santé mentale, emploi, puis seulement ensuite proposer un logement. En théorie, cela semble logique. En pratique, cela échoue souvent. Pourquoi ? Parce qu'il est presque impossible de se reconstruire sans un endroit stable où dormir, se laver, se reposer et se sentir en sécurité. C'est là que l'une idée a changé la donne dans plusieurs pays et certaines villes américaines, le modèle Housing First. Le principe est simple, presque choquant de simplicité. On donne d'abord un logement stable, sans conditions préalables. Ensuite, on accompagne la personne avec des soins, un suivi social et un soutien adapté. Pas de test, pas d'obligation d'être guéri pour mériter un toit, et les résultats sont frappants. Dans plusieurs villes, ce modèle a permis de réduire massivement le sans-abrisme chronique, d'améliorer la santé globale des personnes aidées, et même de réduire les coûts publics liés aux urgences, à la police et aux hospitalisations répétées. Parce qu'un logement stable coûte moins cher qu'un cycle permanent d'hôpital, de rue et de crise. D'autres initiatives vont dans le même sens. Certaines communautés ont développé des villages de petites maisons, des logements simples, propres, sûrs, accompagnés de services sociaux et médicaux. Ce ne sont pas des solutions parfaites, mais ce sont des points de départ. Il existe aussi des cliniques mobiles qui vont directement à la rencontre des personnes dans la rue. Médecins, infirmiers, travailleurs sociaux. Pas besoin de rendez-vous, pas de paperasse interminable. Juste des humains qui soignent d'autres humains, là où ils sont. Dans certains endroits, ces approches ont permis à des milliers de personnes de reprendre pied progressivement. Retrouver des papiers, une santé plus stable, parfois un emploi, souvent une dignité. Mais il faut être honnête. Ces solutions restent trop rares par rapport à l'ampleur du problème. Pourquoi ? Parce que le vrai blocage n'est pas seulement technique, il est politique, économique et moral. Construire du logement abordable coûte cher. Réformer les systèmes de santé et de prise en charge demande du courage politique. Et surtout, cela oblige à répondre à une question inconfortable. Est-ce que nous croyons vraiment que tout le monde mérite un toit, même ceux qui ont échoué, même ceux qui dérangent, même ceux qui ne fonctionnent plus dans le système ? Dans beaucoup de sociétés modernes, on valorise la performance, la productivité, la réussite. On parle rarement de ce qu'on fait de ceux qui tombent.
Pourtant, la crise du sans-abrisme et de la dépendance n'est pas un accident. C'est le symptôme visible D. Un système où le logement est devenu un produit financier avant être un droit humain, où la santé mentale est sous-financée, et où un seul choc, maladie, licenciement, accident, peut faire basculer une vie entière. Ce que cette crise nous montre, ce n'est pas seulement la souffrance de certains, c'est la fragilité de tout le monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui à la rue avaient un travail, une famille, une vie normale. Elles ne pensaient jamais en arriver là. La frontière est plus mince qu'on ne le croit. Et c'est peut-être là le message le plus important. Le sans-abrisme n'est pas leur problème, c'est un problème de société. Une société ne se juge pas à la hauteur de ses tours, ni à la taille de son économie. Elle se juge à la manière dont elle traite ceux qui n'ont plus rien. La question finale n'est donc pas « comment gérer les sans-abri ?», mais plutôt « quel type de société voulons-nous être ? Une société qui cache la misère ou une société qui investit dans la dignité ?»